Salam alaikum, Mazoul. Bonsoir. Il est des moments de grand cafouillage où la confusion est entretenue comme on alimente un foyer, où le mensonge est le seul vecteur du discours ambiant, où la falsification et la tromperie sont érigées en mode de gouvernance, jusqu'au nom de Dieu, des chouhada, de la révolution, qui ne servent plus que de masques à de si sombres desseins. Oui, il est de ces moments-là où il devient vital, oui, vital, de restituer aux mots leur vrai sens, de les démasquer des oripeaux menteurs que les menteurs leur font endosser pour nous tromper, pour nous leurrer, pour nous manipuler. Oui, les mots, et particulièrement certains mots, doivent retrouver, recouvrer, reconquérir de haute lutte cette vérité première qui les fonde, qui leur donne une signification, tout simplement, une âme, pour qu'ils puissent retrouver enfin leur valeur et leur sincérité. Oui, nous devons appeler les choses par leur nom véritable. Les crimes par leur nom. Les coups d'État par leur nom. La falsification de l'histoire par son nom. L'usurpation par son nom. Nous ne devons plus permettre à ceux qui ont commis un coup d'État de nous affirmer que c'est un sursaut révolutionnaire ou une interruption du processus électoral. Nous ne devons plus leur permettre de nous dire de l'auto-amnistie qu'ils se sont arrogés eux-mêmes, qu'elle est une réconciliation nationale, du parti politique ou dit politique qu'ils ont utilisé depuis l'indépendance pour nous fliquer, nous encadrer et nous conditionner qu'il est le Front de libération nationale. Que la junte qui a volé l'indépendance chèrement arrachée, qu'elle est la digne héritière de la LN. De ceux qui ont falsifié des fausses déclarations, qu'ils sont des moujahidines. Des grands prédateurs, qu'ils sont des grands serviteurs de l'État. De cette chambre d'enregistrement, qu'elle est un parlement, d'un nervi fantoche au service de ses maîtres, qu'il est le chef de l'État. Des voleurs et clients d'une mafiocratie, qu'ils sont des capitaines d'industrie. De la manipulation et du retournement du terrorisme, quelle est la lutte contre le terrorisme, des forces de la répression, quelles sont des forces de l'ordre, de la subversion et de la contre-révolution, qui sont un accompagnement du mouvement citoyen, du Hirak, des règlements personnels de compte et du lynchage opportuniste, qu'ils sont du Menjel, des députés et des sénateurs, des membres des conseils constitutionnels, qu'ils ne sont que de vils bagarras qui prospèrent dans la foire des larrons. De la majorité des ministres, nous devons dire d'eux qu'ils ne sont que des courtiers pour méga arnaques. De la majorité écrasante des magistrats, que nous devons dire d'eux qu'ils ne sont que des exécuteurs de basses œuvres. D'une certaine presse, dont nous devons dire qu'elle n'est que la voix de son maître. De certains imams dont nous devons dire qu'ils ne sont que des hypocrites rémunérés. De certains islamistes dont nous devons dire qu'ils ne sont que des marchands du temple, opportunistes qui ont trouvé un juteux fonds de commerce. De certains démocrates dont nous devons dire qu'ils ne sont que des sources de haine recuites.
de certains intellectuels dont nous devons dire qu'ils ne sont que des bavards stériles, de certains présidents de clubs de football dont tout le monde sait qu'ils ne sont que des crapules. Et je pourrais ainsi redonner leur vrai nom à un nombre illimité de fonctions, de charges et de missions qui sévissent dans notre pays et qui toutes ont été vidées de leur sens premier, qui toutes ne servent plus qu'à tromper l'ennemi qui est devenu le peuple, qui toutes ne servent qu'à servir le maître de l'heure, celui qui a volé le pouvoir de tout un pays avec tout ce qu'il recèle de sens, celui qui a volé ce pays à ses véritables citoyens. Et le temps ne doit-il pas venir pour le peuple de réinvestir sa cité, de réinventer ses agoras, de refaire la toilette de ses mots, de les débarrasser de l'odieuse gangue dans laquelle ils ont été enrobés? Le temps ne doit-il pas venir pour que les choses reprennent leur nom véritable, pour chasser de notre vie ce mensonge systémique qui nous a été inséminé, qui brouille notre discernement et qui nous empêche de voir et qui nous veut du bien et qui ne fait que nous tromper pour de si vils motifs. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Fazil. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Fazil. وصليهم راهم يبدلوا ميساج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعب قالوا هذا بلادو يا ويحيى زاير ماشي سوريا نفر والمرادية باه تولي شعبية يا بلادي 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 libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, libérez l'Algérie, fermez le Fazil. واش من علاقة اللي تجمع الشعب والحكومة وقتاش يتصفى الحسن في بلادنا خرجة من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبة نتوما سبابة مع البال شادرنا لهم كيما رضونا ومرضوها خلو يدي مستعقلة وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يزيد بعد ما كلا كاع الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير الكرسي معليش يجيبوا. Algérie, les étudiants se faire de lance du mouvement. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, c'est un honneur et un bonheur d'être avec toi. Merci. Le bonheur et l'honneur sont partagés. Alors, au téléphone, nous aurons donc des étudiants avec nous. Zahra Chalel, Abdelrahman Naït Iken, et nous aurons un collègue, un cher collègue avec nous, journaliste, Mzian Oured, avec nous au téléphone. J'aimerais demander aux étudiants algériens, à leurs représentants, à leurs leaders, de nous faire parvenir, s'ils veulent bien, les téléphones et les noms des gens un peu partout en Algérie pour essayer d'inviter tous ces étudiants qui manifestent un peu partout dans le pays et dont nous n'avons malheureusement pas les coordonnées. Saïd, nous allons voir une petite VTR, mais avant, je vais vous poser une question sur ces étudiants algériens qui avaient totalement disparu depuis la dissolution de l'UNEA par Boumedienne, en 70, je crois, qui avaient fini par être totalement étouffés et qui, aujourd'hui, sont là, très présents, comme s'ils étaient une génération spontanée. Nous allons
Écoutez une VTR par Warda. Ils sont devenus le fer de lance du Hirak. Ils sont là chaque mardi, nombreux, soudés les uns aux autres en une seule inébranlable détermination. Ils sont en communion avec leur peuple. Ces jeunes étudiants qui ont vibré avec les cris de joie lors de la victoire de l'équipe nationale contre le Nigeria. Oui, ils sont jeunes, ils aiment le football et les couleurs de leur pays, mais ils ne sont pas moins portés par une haute conscience politique. Ils savent leurs responsabilités. Ils savent que leur peuple veut qu'ils soient une avant-garde de leur mouvement et ils y sont portés tout naturellement. Aujourd'hui, chaque mardi, après une si longue nuit estudiantine, après avoir été si longtemps étouffés, ils sont aujourd'hui vent debout contre le régime qui freine leur peuple. Saïd, alors les étudiants qui sont aujourd'hui partout, dans toutes les villes d'Algérie où il y a des universités, qui manifestent, qui ne veulent pas en démordre et qui sont en train de devenir réellement l'avant-garde du mouvement. C'est quoi? Si tu permets, Djemeldine, je vais commencer par cette citation de Platon, puisque dans ta simple et belle et beaucoup de sens introduction, Merci. Il était question des mots. Oui. Platon disait que la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Très, très juste, très juste. Et à certains moments, en effet, on avait changé l'orientation des mots pour cacher des mots. Oui. M-O-T-S, M-A-U-X. Les étudiants algériens, depuis le 19 mai 1956, ce jour où une grève générale, ils avaient appelé à une grève générale et rejoindre les maquis, avec un slogan très frappant. Ce slogan est avec un diplôme, nous n'allons pas avoir un meilleur cadavre. Oui. Ces étudiants n'ont jamais cessé. Bien sûr, il y a un contexte, il y a un système qui a fait en sorte d'abord à créer un leadership étudiant artificiel, sponsorisé par le système, tout en brimant toutes les voix discordantes qui allaient rouspéter, qui allaient contester l'ordre de fait et l'ordre établi. Tous les mouvements à travers l'histoire algérienne, à commencer par le mouvement national, dont les étudiants ont été le cœur battant. En 1963, les étudiants étaient les cœurs battants de cette révolte de cette guerre contre les civils menée par le pouvoir de l'époque. En 1965, les étudiants ont été encore une fois brimés. 1976, les étudiants ont été brimés. 1980 et le printemps berbère, les architectes furent les étudiants. 1988, les étudiants n'ont pas déserté, ils étaient là et la jeunesse, au sens général, ils étaient. Je crois que vous avez sauté 1969-70 la fameuse manifestation de l'UNEA, qui par la suite a été dissoute par Boumedienne. Exactement. Où on a vu non seulement les étudiants, même les lycéens sortir dans la rue pour porter une vraie contestation politique. Tout à fait. Je vous laisse poursuivre. Tout à fait. Pas seulement les étudiants. Quand tu parles des étudiants, d'ailleurs, à l'appel de 1956, il n'y avait pas que les étudiants. Les lycéens. La majorité, c'était des lycéens. Et dans l'Assemblée générale qui s'était tenue à la fac d'Alger, il y avait 450 étudiants sur 4500 Français. Il y avait les lycéens et les étudiants, c'est pour ça que par la suite j'avais dit la jeunesse, pour rentrer dans le sens véritable des mots, au sens général du terme. Et puis, les étudiants n'ont jamais quitté. L'histoire récente nous montre que les étudiants étaient là, étaient aux côtés du peuple, étaient à l'image du peuple, étaient la locomotive du peuple. Nous nous rappelons tous de ces étudiants médecins, de ce qu'ils ont enduré.
Et les résidents. Les Médecins résidents. Médecins résidents. Et c'est eux qui ont commencé, en quelque sorte, à lever l'état de siège sur Alger. Hein. Ils avaient innové en matière d'organisation, une forme d'organisation clandestine à laquelle, y compris leur service, n'arrivait pas à avoir l'information que les étudiants se sont donné rendez-vous à 13h pour qu'ils se rencontrent tous au même endroit. Et ça a échappé. Aujourd'hui, je paraphrase Aït Ahmed qui disait, paix à son âme, la jeunesse est la locomotive de l'histoire. Depuis le début, et surtout depuis que le Gaïd Saleh, au nom du commandement militaire, nous saoule avec son inflation de verbiage et de méli-mélo, un mélange confus et insensé, essayant de nous corrompre par le mot et de nous mettre dans une situation de réaction par rapport à ce qu'il dit. Il parle le lundi. Bon, il parle, hein, je fais offense au mot. Les étudiants lui répliquent le mardi. Et les étudiants, quand ils lui répliquent le mardi, ils lancent la ligne directrice du vendredi. Et ça, c'est nouveau en matière à la fois, non seulement d'implication, mais aussi en termes de création, en termes de créativité, en termes de génie populaire, On a vu des étudiants qui nettoyaient leur cité universitaire. On a vu des étudiants qui engageaient des débats dans les cités universitaires. On a vu des conférences qui ont été interdites. Et là, je cite l'exemple de la conférence du Bouchichi qui a été interdite à Blida. Et les étudiants en masse étaient venus lui dire « vous allez tenir et nous allons la faire d'une autre façon ». Si ce n'était un peu la volonté de Bouchichi de ne pas transgresser un certain nombre de choses. Et ça, c'est nous. Mais sinon, il est vrai que cette fois-ci, il y a à l'image de la société, une jonction de lutte et une unité dans l'action. Ce que le système avait empêché à travers des structures satellites, à savoir l'UNEA, à savoir l'UGEL. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. Après avoir été dans la structure estudiantine la structure des lycéens, la coordination de lycéens autonomes de 1994 à 1998. Et puis j'étais à la coordination locale, membre du comité de sciences économiques, et je salue mes amis et je salue tous les étudiants et tous les enseignants de la fac avec lesquels j'ai partagé des moments magnifiques, des moments inoubliables, dont je suis nostalgique. Et aussi membre du comité de la cité universitaire de Oued-Daïsi, la fameuse Oued-Daïsi, qui a donné naissance à plusieurs acteurs politiques actuels. Dans ces espaces, on était parasités, on ne nous laissait pas, on était flicaillés, on avait réduit notre action à des questions de survie et d'existence. Alors que ce n'était pas notre rôle. Notre rôle était là pour avoir nos diplômes et consacrer notre temps à, par exemple, penser l'université de demain, participer dans des conseils scientifiques, participer dans les conseils étudiants. Et là, notre forme d'organisation était différente. C'était des structures autonomes, horizontales. On n'avait ni agrément, ni argent, c'est-à-dire ce qu'on faisait, on le faisait pour la cause et pour les étudiants. Et les étudiants, aujourd'hui, sont la fierté de l'Algérie. Ils demeureront la fierté de l'Algérie, comme ils le furent en 1956, quand en masse, ils ont rejoint les maquis et ils vont être demain la fierté de l'Algérie. Ça, c'est pour le peuple. Par contre, le système, si ce n'est les enfants leurs enfants, et d'ailleurs, le fils Ibn Ghbrit, me semble-t-il, il travaille à l'ONU. Ouais. Le fils Al-Amari, il était à l'OTAN. Les enfants à Djzar, ils ont des affaires qui prospèrent. Les enfants à Ouyahia, c'est la même chose. Les enfants à Sellal, c'est pareil. Les enfants à Zour, c'est du pareil au même. Comment se fait-il que dans un pays composé à 70% de jeunesse,
D'abord, la responsabilité revient à tous les niveaux, à des hommes et des femmes qui sont plus proches. Vous m'excusez, aujourd'hui, je vais utiliser des mots qui sont plus proches de la mort que de la vie, qui sont plus proches du passé que du présent et de l'avenir, qui sont plus proches de tout ce qui est nauséabond que de ce qui est pur. Ils sont plus, dans la majorité, tous proches du déshonneur que de la dignité et de l'honneur. Ils ont exclu cette jeunesse qui regorge de créativité, cette jeunesse qui a du génie, cette jeunesse qui a du potentiel, cette jeunesse qui est les yeux, qui est le phare du pays. Et qui est en train de revenir aujourd'hui et de reconquérir ces espaces d'expression dont elle a été trop longtemps privée et qui est en train de le faire avec brio, de façon merveilleuse, admirable. Jamel-Din, juste cette phrase. Oui. Moi, je n'avais aucun complexe, et c'est une réalité, de dire ici, en France, vous avez les gilets jaunes, nous avons les génies jeunes. Et c'est une vérité. C'est pas une offense, c'est pas une usurpation, c'est une vérité. Nous avons des génies à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans tout. Mais c'est quand j'ai vu les vidéos de Sofiane qui parlait du droit constitutionnel, quand je vois les débats organisés à Al-Barid al-Markazi, il dépasse la classe politique, au niveau, en analyse, en profondeur. Quand des jeunes, et là je l'ai dit, je pense, il y a 4 ans ou 5 ans sur ce même plateau en disant que le peuple algérien est un grand peuple. J'ai donné l'exemple des jeunes qui dessinent, qui repeignent les escaliers. J'ai donné l'exemple des jeunes qui ont nettoyé un barrage dans ma commune. J'ai donné l'exemple des jeunes qui étaient venus en aide aux ayants besoin quand il avait fait, quand ceux qui ont squatté l'État ont abandonné le peuple et qu'ils étaient en détresse lors des intempéries. Ça, la jeunesse algérienne, comme le peuple algérien, spécifique dans le positif, la créativité, le génie, mais c'est nouveau, la construction. C'est nouveau, ce n'était pas le cas il y a quelques mois seulement. Jamel-Din, ça a toujours été le cas. Seulement, comme je le disais il y a 20 ans, leur silence était une forme de résistance. Et, comme je l'ai expliqué, je l'avais dit, il y avait des pépinières, il y avait eu des signaux avant-coureurs qui disaient « mais cette jeunesse, elle vit, elle est là simplement ». Il y avait des choses, quand on sort d'un traumatisme de guerre contre les civils, à tous les niveaux, du terrorisme économique, du terrorisme politique, du terrorisme culturel, du terrorisme cultuel, comme disait un juge français, simplement. À un certain moment, il y avait pratiquement toute la classe politique qui était là pour juger. Un juge français avait dit, si on juge, on ne veut point comprendre. Si on comprend, on ne veut point juger. Alors eux, ils avaient jugé, ils avaient dit que le peuple algérien, shab miyit, ma yakhraj ma walou, et rares ceux qui avaient cette honnêteté de dire Smahulna ya shab, ghalatna wallah ma shfna, smahulna, parce que nous, peut-être à un certain moment, on était dans des sphères complètement dichotomiques avec le peuple. On aurait dû vivre avec le peuple, parce que quand tu vas dans le marché, quand tu vas dans les universités, quand toi-même tu es l'exemple de ce peuple qui n'avait même pas un stylo il y a 15 ans en arrière. Et tu y arrives à faire des études, à aider, à être présent, à être militant, à revendiquer, à t'en sortir, à être à des exemples, à être en porte-à-faux avec le schéma que le système t'a prédestiné. C'est comme, qui a dit ça, je ne me rappelle plus très bien, ils les ont enterrés, mais ils avaient oublié que c'était des graines. Jamel Znati avait utilisé cette expression quand Taït Ahmed était décédé. Il avait dit on ne l'a pas enterré, on l'a semé. On l'a semé. Ben, Meziane Ourad, journaliste. Merci Meziane Ourad d'avoir accepté notre invitation. Allô. Meziane, merci d'être avec nous. Allô, salut Jamal. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, très bien Meziane, très bien.
Ça, très bien. Mais, Jamal, Oui, je suis heureux d'être au bout du fil avec toi. merci. Et je suis heureux d'être pas très loin de Akmin, Merci. qui est un bonhomme qui a beaucoup de cœur. Et Merci je suis beaucoup, bien merci sûr heureux beaucoup, ça me touche. Bien sûr, je suis heureux d'être avec toute l'équipe qui écoute Magharibia, qui la suit. Et je voulais commencer d'ailleurs, avant même que tu me poses une quelconque question, Oui, je voulais commencer par ce mot de solidarité. Il semblerait que des rumeurs circulent pour dire que toutes les personnes qui passent à Magharibia, et bien entendu tous les animateurs de Magharibia, seront obligés de venir à CN dans pas longtemps. C'est-à-dire que soit on les arrête à l'aéroport, soit on ne les laisse plus sortir. Et ça, je suis, c'est un truc, quelque chose d'incroyable. Et c'est une chose qui est complètement condamnable. Et il est hors de question qu'on accepte qu'à un moment donné, des journalistes comme vous, Jamal, où vous invitez soit arrêtés à l'aéroport d'Alger. Attendez, on n'est pas en train de rentrer dans des zones interdites. On rentre chez nous. Chez nous, ça existe encore. Voilà. Je vous laisse maintenant vos questions. oui. Voilà. Alors, Mziane, merci en tout cas pour votre soutien que nous apprécions à sa juste valeur. Mziane, ces Oui. étudiants, vous-même qui avez été longtemps résistants, qui avez été de tous les combats, qui avez fait de la prison, qui avez tellement milité, vous-même, comment voyez-vous cette... j'ai utilisé le mot de génération spontanée. Depuis la dissolution de l'UNEA authentique par Boumedienne, ils avaient fait croire qu'ils avaient fini par étouffer toute voix discordante au sein de l'université. On n'entendait plus la contestation estudiantine avait totalement disparu. Et puis là, d'un coup, c'est comme si elle avait toujours été là, et elle est très responsable, très présente, porteuse d'une très grande conscience politique. Le problème avec tous les pouvoirs totalitaires, le problème avec tous les pouvoirs totalitaires, c'est qu'ils pensent qu'ils ont maîtrisé l'ensemble de la société. Il se trouve que malheureusement, pour ces pouvoirs-là, quel que soit le pays, l'Algérie n'est un exemple que parmi d'autres. Il se trouve que les étudiants ont une espèce d'essence comme ça, une espèce il y a un petit quelque chose qui fait qu'ils ne ressemblent pas au reste de la population. Et ça a été prouvé plusieurs fois dans d'autres pays. Mais chez nous, ça a été prouvé d'une manière un peu violente, parce qu'en 1969, quand l'UNEA à l'époque, l'Union nationale des étudiants algériens, qui était un mouvement de masse subordonné au FLN, normalement, tout le monde toutes les choses devaient bien se passer avec. Quoi. Il était hors de question que l'UNEA s'organise et surtout revendique quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait rien à revendiquer. Nous étions un grand pays socialiste, machin, etc. Et ben, malheureusement, ça a mal marché pour les gens qui étaient au pouvoir à l'époque.
Donc c'était le FLN, le parti unique. C'était Qaïd Ahmed, si vous vous souvenez très bien. Qaïd Ahmed qui par la suite a dénoncé toute de grosse manière, de manière un peu grossière, dont il a été manipulé. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà. Oui, mais Mziane, comment oui. aujourd'hui, on se retrouve, après toutes ces années de glaciation, j'allais dire étudiantine, là, tous les étudiants sont dans la rue et ils sont porteurs d'une vraie contestation politique. D'où est venu ce génie, ce ressort caché qui se détend aujourd'hui avec... tu as très bien... Tu as très bien dit les choses. Tu as parlé de ressorts cachés. Il se trouve qu'à un moment donné, pendant ces 10-15 dernières années, il m'est arrivé de discuter avec beaucoup de personnes, algériennes bien sûr, mais aussi étrangères. Et je leur ai dit, il est en train de se passer quelque chose en Algérie. Ça a commencé par l'École nationale des beaux-arts. Et ensuite, l'INADC, c'est-à-dire l'école de théâtre de Fort-de-L'Eau. Et puis, quelques étudiants de lettres étrangères. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et pour les visiteurs de l'Algérie de l'époque, c'est-à-dire ces 10 dernières années, à chaque fois, nous avons constaté qu'il y avait quand même un mouvement qui travaillait l'Algérie de l'intérieur. Ça me fait rappeler une histoire qui ne fait pas trop rire, mais qui est quand même réelle. Vous m'écoutez, Jamel? Oui, très bien. Mziane, très bien. Vous m'écoutez? Oui, bien sûr, Mziane, on vous écoute. Alors, le monument aux morts, la Grande Poste. Oui. Le monument aux morts. Il y a une dame... une dame venue de Belgique qui a fait un travail sur ça. Elle a fait un très beau travail, tu vois, sur ça. Mais moi, je sais pourquoi elle a fait ça. Et je sais très bien qu'il a fait aussi le travail. Parce que un jour, l'équipe, le gang qui tient en Algérie, là, Taïsaba, oui, a demandé à l'un de nos plus grands peintres, Mohamed Ishakham, de couvrir, de se débrouiller avec ce monument et de nous créer un monument algérien. Alors il l'a fait. Et un jour, comme moi, Ishakham, j'étais chez lui quasiment tous les soirs dans sa maison à Baïnem. Je lui ai dit un jour, Mohamed, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait une connerie là. Il m'a dit, Mziane, tu sais ce que c'est? Ils m'ont demandé ça, je l'ai fait. Je l'ai couvert avec une matière qui va commencer à tomber toute seule. Et dans pas longtemps, on retrouvera ce monument aux morts qui est dédié à tous les morts de la Première Guerre mondiale et pas seulement ni aux Algériens, ni aux Français, ni... Oui, c'est tellement intéressant. Mziane, restez avec nous. Nous allons, à propos de Aïssaba, voir quelques images, puis nous allons accueillir nos étudiants qui sont avec nous au téléphone. Oui. Allô, oui. Oui, restez avec nous, Mziane.
Avec nous, Abdelrahman Naïtiken. Merci d'être avec nous, Abdelrahman. زول فلون جمال الدين السلام عليكم. Azoul, Salut salam. aussi Saïd Daknin qui est avec vous et tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Alors, Abdelrahman Naïtiken, vous êtes à quelle université? L'université Moulid Ma'ali de Tizi Ouzou. Ah, très bien. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est bien le plus normalement du monde, comme tous les mardis. C'est vrai que dans cette période, avec les examens et l'arrivée des vacances d'été, c'est un peu plus léger que d'habitude, mais dans l'ensemble, les étudiants ils sont toujours conscients et ils sont toujours prêts à maintenir la pression qu'ils ont engagée. Et voilà. Je pense que dans l'ensemble, c'est assez correct. Oui, avec les vacances, Abdelrahman, comment vous allez faire? Prendre vos vacances, vous fondre dans la foule qui conteste ou rester mobilisé malgré les vacances en tant qu'étudiant? Je pense que la mobilisation, elle va rester de même et intacte. Sauf que la manière d'être mobilisé, elle peut changer en fonction des vacances et de ce qui va arriver par la suite. Vous savez très bien que les cités universitaires dans les grandes villes, que ce soit à Tizi Ouzou, que ce soit à Alger, elles ferment pendant cette période de vacances. Et les étudiants, dans leur majorité, ils n'ont pas, disons, où s'abriter. Donc, ils préfèrent rentrer chez eux. Mais ce qui ne veut pas dire que les étudiants se démobilisent, ce qui ne veut pas dire que les étudiants vont lâcher, mais au contraire, ils vont se fondre, chacun dans sa commune, chacun dans sa région, il va se fondre dans la société, il va organiser les marches et maintenir la pression, et pourquoi pas faire des déplacements sur les grandes villes les jours des marches, que ce soit le mardi ou le vendredi. Abdelrahman, les étudiantes sont aussi, sinon nombreuses, que les étudiants, en termes de chiffres, à l'université algérienne. Or, dans ces marches, pour dire les choses en vérité, dans ces marches, elles ne sont pas aussi présentes qu'elles le sont dans les effectifs universitaires, étudiantins. Comment expliquez-vous ça? Que leur participation ne soit pas aussi importante qu'elle le devrait? Vous savez, j'ai bien écouté votre introduction, j'ai bien écouté aussi l'intervention de notre ami Saïd Daknin, qui a fait un rappel historique du rôle des étudiants face au pouvoir politique en Algérie, que ce soit pendant la période coloniale, que ce soit pendant cette période dictatoriale que nous avons vécue depuis 1962 jusqu'à nos jours. Ce qui est sûr, c'est que les étudiants, ils font partie intégrante de la société algérienne. Et par là même, par ricochet, ils subissent les mêmes atrocités que ce pouvoir qui est là depuis 1962 lui a imposé. Nous l'avons bien vu à Alger lors des manifestations. L'une des choses qui a dérangé en premier lieu le système, c'est la participation de la femme dans ces manifestations. Pourquoi? Parce que la femme, elle ramène le pacifisme qui fait tant peur au pouvoir. Parce qu'il a bien voulu nous ramener sur le terrain des violences qu'il maîtrise pour justifier des interventions musclées. Et pendant ces manifestations, on a bien vu des faux islamistes, des appels comment dire, à éloigner la femme de ces manifestations. Donc tout ça, ça influence automatiquement la société. Il y a ceux qui ont peur, mais la peur, je pense, commence à disparaître petit à petit. Les gens commencent à prendre confiance. Moi, personnellement, j'ai marché le vendredi passé à Tizi Ouzou et je peux vous dire que la présence de la femme, elle était correcte.
Les femmes, elles sont présentes, il y avait du respect, il y avait de la dignité, et le rôle dans ces manifestations, il est vraiment impressionnant. Elles ont une vision politique des choses, elles ont un avis à donner, et je pense qu'il est très bien exprimé. Est-ce que vous êtes conscient, vous, étudiants algériens, que vous êtes en train de devenir progressivement et de plus en plus sûrement le fer de lance du mouvement, du Hirak, comme on l'appelle? Exactement, c'est un peu le rôle des étudiants. Je pense qu'ils ont compris, nous étudiants, nous avons compris que notre rôle dans ce soulèvement, comment dire, cette révolution est peut-être important et voire même indispensable à cette révolution. Nous avons bien d'ailleurs... D'ailleurs, vous dites révolution, hein, vous ne dites pas Hirak, vous dites révolution. Non, c'est une révolution. Les termes ils sont très importants et il est très important lorsqu'on est sur le terrain, on comprend très bien que c'est une révolution parce qu'il y a un changement qui s'opère. Certainement qu'il n'est pas abouti au niveau des sphères qui gouvernent. Le mot il n'est pas bien placé parce que pour dire qu'il gouverne, il gouverne au nom de qui et pour qui. Pour le moment, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les étudiants aujourd'hui sont déterminés et ils ne vont pas faire marche arrière. D'ailleurs, nous avons vu les manigances lorsqu'on a voulu avancer les vacances, lorsqu'on a voulu infiltrer les comités autonomes. Saïd Aknin, il est très bien placé aussi pour parler de tout ça à travers leurs organisations satellites. Oui, je rappelle que Hadjar, ex-ministre de l'enseignement supérieur, pour vous empêcher d'entrer dans la danse, comme on dit, de rejoindre votre peuple, a voulu vous mettre en vacances avant les vacances, mais vous avez refusé de partir en vacances, et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes réellement engagé. J'aimerais vous demander, avant de revenir à Saïd Aknin, Abdelrahman Naïtiken, est-ce que vous avez une coordination nationale qui essaye de vous mettre tous ensemble, tous d'accord sur les mêmes slogans, les mêmes démarches, ou est-ce que chaque université se débrouille toute seule? Pour le moment, une coordination nationale ne peut pas aboutir pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons qu'on ne peut pas structurer cette révolution et faire dégager des gens qui représentent ces manifestants, ceux qui sortent tous les jours dans la rue, que ce soit les avocats, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants qui étaient dans la rue et qu'on aimerait d'ailleurs voir dans la rue, que ce soit d'ailleurs les médecins qui devraient reprendre une journée de la semaine. Mais ce qui est sûr pour les universités, ce qui dérange le système actuellement, c'est que l'université en général, elle a réussi à s'emparer du débat avec des conférences au sein des universités. L'université a réappris à faire du politique, du militantisme, et cela dérange parce que l'université, c'est un environnement où on analyse, où on débat, où on construit des idées, et ça n'arrange pas les affaires des tenants du pouvoir. Et restez avec nous, Abdelrahman Iken, je reviens à vous dans un instant. Saïd Aknin, avant d'aller à un sujet qui nous intéresse maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie élite qui semble se dégager. Ce n'est plus les élites d'avant, élites verbales, j'allais dire. Ce sont de vraies élites, les étudiants, les avocats, les enseignants et d'autres, hein, les médecins résidents dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont en train d'émerger, j'allais dire, quasi naturellement. Bien sûr, Djamaldine, moi je ne cesse pas de le dire, et depuis un moment, que la société allait sécréter ses propres structures et ses propres représentants.
C'était juste une histoire de temps. Il fallait réunir un certain nombre de conditions. L'une des conditions, c'est se réapproprier l'espace public, ce que font actuellement les étudiants. Et moi, personnellement, vous savez, moi, quand j'étais étudiant, il y avait des débats. Ça n'a jamais été arrêté. On avait des conférences, on animait des conférences. On avait même une coordination nationale. Ah, on allait à Alger, on allait à Oran, on allait à Djidjel, on allait à Betna, on allait à Nava, on recevait des étudiants d'autres universités, on organisait un certain nombre de choses. Bien que les conditions, c'était des conditions d'étouffement. Tout le monde ignore la nature du système algérien, un système dictatorial. Il n'est pas là pour protéger le citoyen, il est là pour flicailler le citoyen. Il y avait un système de corruption des étudiants les plus, j'allais dire, indisciplinés, les plus agités, entre guillemets. Donc, il y a des choses dont on ne parle pas. 2002, des représentants d'Al-Arabi Belkhair étaient venus me voir avec une Saxo rouge. Citroën Saxo rouge. On m'a ramené une trentaine de kilomètres. Il y avait avec moi Yahya. Il y avait avec moi Mustafa. Il y avait avec moi Yazid, dans le même véhicule. On m'avait dit que Saïd, tu viens avec nous, tu fais ces tâches, on va révolutionner ta situation sociale. On sait que tu es pauvre, on va révolutionner ta situation sociale. Saïd, on va te donner un passeport diplomatique. Saïd, tu vas avoir le poste que tu souhaites. Et j'ai une cassette. Parce que eux, ils se croient intelligents alors que c'est l'incarnation de la bêtise mondiale. Moi, j'avais un dictaphone et je les ai enregistrés. J'ai 3 cassettes. Une dans la banque, une chez moi, une en Californie. C'était leur méthode. Dès qu'un étudiant émerge un peu, ils l'achètent, ils le corrompent. Soit on te corrompt, et puis par la suite, comme ils n'avaient pas réussi, on m'a sorti des convocations de police. Attroupement public. La carotte et le bâton. Donc la carotte et le bâton, c'est ce qu'ils font à chaque fois. Mais par contre, quant à la corruption directe, on a bien vu quelles étaient les organisations de jeunesse qui soutenaient le 5e mandat. C'est l'UNEA. Comme l'UNEA revisité, hein, c'est pas l'UNEA de 69. Tout comme il n'y a pas le FLN aussi. Oui, oui, absolument. C'est la branche de corruption de jeunes du FLN. Comme les syndicats, comme les associations de masse, comme ainsi de suite. Ouais. Et le rôle dans nos facs, c'était de passer par des systèmes détournés, d'être en connivence pour rentrer dans des circuits de corruption des œuvres universitaires. Et là, je me rappelle très très bien qu'à un certain moment, on avait dénoncé de la corruption dans les œuvres universitaires. Ouais. À 2 heures du matin, un homme est venu me voir. Un jour, je dirai son nom et son prénom. 2 heures du matin, en présence d'un certain qui s'appelle Selim. Je dirai après par la suite nom et prénom. Nous avons l'authentification du médecin vétérinaire. Comme quoi, ce n'était pas ce qu'il fallait livrer à la cité universitaire. Nous avons tous les documents, toutes les preuves qu'il y a corruption. Et ce monsieur est venu me voir, envoyé par des directeurs de cité, me dire non. La marchandise est conforme. Mais c'était une pratique générale dans les universités. Le COUS, là, c'était réputé comme étant le cœur battant de la corruption universitaire. Bien sûr. C'est connu. Bien sûr, bien sûr. Donc, quant à la corruption, elle se passait ainsi. Après, les étudiants, et certains même qui ont fait de la prison en 2004. Des amis à moi que j'ai connus quand ils étaient lycéens, moi j'étais étudiant. Et en 2001, comme il y avait la 2e session du bac, qu'on revendiquait, et c'est là que j'ai dit à celui qui est actuellement en prison, Ouihia, il voulait me serrer la main, je lui ai dit, je ne serre pas une main tachetée de sang. Et c'était vrai, tachetée de sang. Et là, maintenant, c'est pas moi qui le dis. C'est eux qui le disent entre eux. Ils se mangent entre eux et ils nous le disent. Alors, nous allons passer
sujet suivant. Khaled Nazar. Khaled Nazar a commis un Twitter, Tagrida qui m'égole blarabia. Alors, on dit que son fils, Lotfi, aurait eu des problèmes, qu'il serait barré, en Espagne. Et donc, Nazar, qui est dans un hôpital espagnol, aurait commis un tweet, une sorte de menace. Je vais faire de grosses révélations. Et ça a été annoncé un peu par Algérie Part, je crois, qui dit que la semaine prochaine, voilà, donc, voilà. On le voit, hein, Saïd. Le Hirak pacifique a poussé Bouteflika à démissionner, pouvoir usurper, manu militari, la constitution violée par des injonctions illégitimes, etc., etc. Il nous dit des choses comme quoi Khaled Nazar a soutenu le 4e mandat, il voulait soutenir le 5e, et qui m'a hkmetlouch ou la dawarha min jel lekda. Et puis maintenant, il vient de commettre un deuxième Twitter, du moins c'est ce qu'on lui prête, il n'a pas démenti, donc on considère que c'est lui. Soucieux de l'intérêt du pays, hein, Saïd. Soucieux de l'intérêt du pays. En même temps. J'ai adressé une lettre en 2015 à l'ex-président Bouteflika pour attirer son attention, de par ma fonction antérieure et ma connaissance des hommes que j'ai commandés, sur la nécessité de remplacer l'actuel chef d'état-major de l'AMP par plus jeune. Alors, Saïd, où est le Qsaïs? Vous savez, Jameldine, d'abord, la place. Adjazar n'est pas sur Twitter. Pourquoi vous dites Jazar, il s'appelle Nazar? Elle est à Jazar, ça veut dire boucher. Elle est à Barwagia. C'est la traduction. Elle est à Barwagia. Oui. Pour plusieurs raisons. Mais avant de parler de celui qui devrait être entre les mains de la justice pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, je dirais tout simplement que le système est né dans le crime. Et il essaye de se maintenir par l'imposture. Je vais commencer par ce deuxième tweet, parce que si cet homme, et je fais offense au mot, avait ne serait-ce qu'une once de dignité qui lui reste. Vous avez dit, cet homme, je fais offense au mot. Oui. C'est... Allah, j'aimerais pas être à sa place, franchement. Vous ne pouvez pas l'être. Ah, ouais. Parce que vous êtes un enfant, vous êtes un homme avec un grand H, un homme d'honneur et un homme de dignité. S'il avait une once de dignité qui lui reste, il n'aurait même pas prononcé le P de peuple, ni le P de pays, ni celui d'essayer de nous prodiguer, comme il l'a fait d'ailleurs avant même les tweets. Il y a 4 ou 5 ans de ça, je n'ai pas le souvenir quand il parlait de transition et d'assemblée constituante. Aujourd'hui, ces enfants sont inquiétés. Ils sont inquiétés pourquoi? Parce que, en 2006 ou 2008, il prend 2 serveurs sur les 8 serveurs du ministère de la Défense que Toufik a mis à sa disposition et que depuis ce jour-là, il n'a jamais payé un centime et qu'il a encaissé, il paraît qu'il a encaissé plus de 200 millions d'euros et qui lui ont été encaissés sur des comptes en Espagne. Parce que ces comptes en Suisse sont bloqués. Mais je ne parle pas de ça. Je vais aller beaucoup plus loin. Qui a donné l'ordre en 88 de tuer 500 jeunes? Qui a arrêté le processus démocratique? Qui est à l'origine de la ruine de l'Algérie? C'est ce déserteur de l'armée française. Qui n'a d'Algérie en lui que ce qu'il a à prendre? Qui le drapeau algérien, le rouge du drapeau algérien, pour lui, ce n'est que le sang des Algériens. Il a participé au massacre. Mais bien avant ça, en 1962, il s'est accaparé le domaine Bourgeot. Pas en 62, dans les années 90, pendant que les gens des EAC fouillaient le terrorisme. Pardon. Ouais. Il s'est approprié à son nom. Pas tout le domaine, une partie. Oui, mais une partie, il s'est approprié l'Algérie. À un certain moment, c'est lui, Rabb Zahir, lui, Toufik. Et aujourd'hui, il va nous parler du Hirak, il va nous parler du peuple, il va nous parler d'autres choses. Et puisqu'on y est, aujourd'hui, je vais transgresser les super mépris. On est dans le mot.
Oui, la vérité du mot. La vérité du mot. Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'être vrai. Parce que quand je parle de ce genre de personnage, que le qualificatif tend vers le sang, tend vers la ruine, tend vers la situation d'impasse où il est aujourd'hui le pays. Je ne peux pas faire dans le politiquement correct. Je ne peux pas me tenir à la bienséance. Si tu permets, je vais juste faire cette petite transgression. C'est juste petite, c'est pas ma nature, je suis bien élevé. Attendez, je vais ouvrir mon parapluie. Allez-y. J'ai juste envie de dire à Nzar, ferme ta gueule une bonne fois pour toutes. C'est tout. De quoi il va nous parler? Il va parler du Hirak. Il va nous parler du pays. Mais soyons sérieux. Moi, je suis dans la vérité, je ne suis pas dans l'image. Et s'il était devant moi, peut-être ce soir, je vais dormir au commissariat. Simple, clair, net et bien précis. Pourquoi? Parce que, et aussi de l'autre côté, quand ils avaient mangé, quand ils avaient pillé, quand ils avaient tué, quand ils avaient disloqué le pays, ils l'ont tous fait ensemble. Et aujourd'hui, ils vont nous faire croire le Mendjel contre Nzar, et Nzar est en train de surcroît de tirer sur lui comme ça, comme si la personne la plus honnie d'Algérie, la plus détestée d'Algérie, il va lui faire genre une com, mais une com à l'envers. Comme ça, les gens vont avoir une affection pour Gaïud. Gaïud, c'est quelqu'un, il aime le pays, il va faire ceci. Ils vont rien faire. Tout ça, là, c'est de la corruption par le langage. Tout ça, là, est-ce que vous avez vu deux loups se manger entre eux? C'est tous des loups. Wesh, les histoires. S'ils sont des hommes, d'abord, hier, j'ai rencontré un journaliste. Il m'a dit de Nzar, c'est une fripouille. C'est un peureux. On veut savoir, par exemple, réellement, ouvrez une enquête sur l'assassinat de sa femme. Il a tué sa femme, il n'a jamais été inquiété. Là, moi, je préfère qu'on évite les choses où il n'y a pas de preuves, il vaut mieux Moi, éviter. j'ai pas de preuves. Moi, j'ai dit, ouvrons une enquête. Ou les choses qui Deuxième touchent des choses. à l'intimité des familles. Deuxième des choses. Ouvrons une enquête sur les 200 000 morts, les 20 000 disparus. Là, ouvrons une enquête sur les 500 qui sont morts en 88. Ouvrons une enquête sur l'assassinat de Hacheni, de Boudrief, de Martoub, de tous ceux qui ont été assassinés, des 128 de Kabylie, des 50 du Mzab, de ceux du Chlif. Ouvrons des enquêtes. Mais entre eux, il y a des lignes rouges. Et c'est juste une histoire de rééquilibrage clanique. Aujourd'hui, la technique, elle est très simple. Ils vont s'en défaire des petites branches. Donc les branches mortes. Les branches mortes. Comme ça, le système il va se régénérer de l'intérieur. Et comme les recettes se contractent, donc ils ne peuvent pas se partager tous entre eux. Donc ils vont enlever certains pour que les autres se partagent la grosse manne financière de l'Algérie entre eux. Mais tout ça, c'est un scénario pour 1. Parasiter le débat public. 2. Souiller la parole politique. 3. Nous dévier de notre véritable objectif. 4. Faire du zéro le héros. Alors que le zéro, il va demeurer zéro. Celui aujourd'hui, parce qu'il y a aussi une autre forme de corruption. Dans la panoplie de mots que tu as développés, il y a aussi homme d'État. Ouais. Aujourd'hui, celui qui vient, j'ai entendu des premiers ministres, j'ai entendu des ministres, ils ont servi le régime, ils étaient des instruments du régime. Et ils nous disent, on est de l'opposition, on était des hommes d'État, on a servi un État. Vous savez comment, vous voyez comment... Donc, tous ces mots, ils commencent à les pervertir. Et d'ailleurs, ils captent les mots du génie populaire, les mots de la classe politique honnête et sincère. Aujourd'hui, qui pour moi, c'est la jeunesse, c'est les étudiants. Pour moi, c'est eux la classe politique. Gaël Baqi, les canaux députés, les canaux sénateurs, les canaux ministres, les canaux. La classe politique. Tout ça là, c'est à conjuguer au passé décomposé. Quand un député vient me voir, il ne travaille même pas. Il vit avec la retraite du régime. Alors que moi, je milite pour qu'aujourd'hui, depuis 1962 à aujourd'hui, toutes les retraites des ministres, des députés, des sénateurs, ils les arrêtent tout de suite. C'est usurpé. Quand on voit l'état du pays, quand on donne un salaire, on nous donne un salaire, mais on donne des objectifs.
Si je n'atteins pas les objectifs. Mais non, ils ont atteint leurs objectifs. oui, mais la On leur a destruction demandé du de pays. lever la main, de dire oui à tout, ils ont mis Exactement. la main à tout. Mais les objectifs du peuple, c'est quoi? Oui. Ils n'ont jamais atteint les objectifs du peuple. Parce que eux, il n'a jamais eu de gouvernance, il y avait eu de la gestion mafieuse. Il n'y a jamais eu d'élection, il y avait eu du traficotage. Il n'y a jamais eu de députés, il y a des affairistes. Il n'y a jamais eu de ministre, il n'y a que des minables. Alors, moi, j'adore Saïd parce qu'aujourd'hui, l'intro, l'édito que j'ai commencé, je parlais de la vérité des mots qui doivent exprimer ce qu'ils portent en eux. Et là, vous êtes en train de parler très vrai. Moi, j'adore. Hein. Moi, c'est mon langage. Ah, là, ben, c'est tant mieux. Alors, Mziane Ourad, vous êtes avec nous, j'espère. Mziane, expliquez-moi quelque chose. Comment ces gens-là, qui sont une vraie famille, le régime est une vraie famille depuis 62, au point où ils ne se marient qu'entre eux. Comment en sont-ils arrivés comme ça, j'allais dire, à s'entre-dévorer, à se jeter les uns les autres en pâture, à la foule, comme ils disent eux? Comment ceci a été possible? Oui. Je parle sérieusement. Tu parles des étudiants, c'est une très bonne chose. Et les étudiants, effectivement... Mziane, nous sommes en train de parler du régime qui est dans les membres, dans les barons, où les ex-barons sont en train de s'entretuer aujourd'hui, s'entre-dévorer, de se jeter en pâture les uns les autres à ce qu'ils disent, eux, la foule. Ça me fait un peu rire parce que tu sais que moi, par un hasard monumental, je me suis marié avec la nièce d'un bonhomme qui est très connu en Algérie et qui malheureusement a été l'un des plus... D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'est pas en prison aujourd'hui. Je me suis marié avec la nièce du commandant Eldin. J'étais marié avec la nièce du commandant Eldin. Oui. Alors, voilà. Voilà, monsieur, qui a été... qui a remplacé... Mziane, je crois que vous avez un petit problème. Ça ne fait rien, ce n'est que partie remise. Alors, nous allons revenir à Abdelrahman Naït Iken. Abdelrahman? Abdelrahman? Oui, je suis avec vous, Jamal. Très bien. Abdelrahman, la question que je viens de poser à Mziane Ourad, comment se fait-il qu'ils en soient arrivés là? Est-ce juste كل واحد يسلك راسه باش يطيش صحابه للغاشي كما يقولوا هما juste pour se sauver leur tête qu'ils sont en train de nous jeter leurs petits potes d'hier, coquins, ils sont en train de tirer les uns sur les autres à boulet rouge, de se mettre en prison, d'étaler leurs scandales dans leurs journaux et dans leurs télés. Comment en sont-ils arrivés là? Est-ce juste pour sauver leur peau? Vous savez, pour être à terre avec vous, Jamal-Din, je vais le prendre dans ce que disait un artiste. Il disait donc ce qui est en train de se passer maintenant. Je pense que dans un premier temps, il y a d'abord des règlements de compte. La rente, elle n'est plus assez conséquente pour que tout le monde puisse prendre sa part. Donc, il serait normal que ceux qui sont plus forts au sein du système sacrifient ceux qui sont les moins forts, ceux qui tiennent le vrai pouvoir, le pouvoir militaire, le pouvoir de la force
ils sont prêts à sacrifier les subalternes, ceux qu'ils présentent comme étant des façades. Ils vont les offrir à la vindicte populaire pour se faire une virginité. Il y a bien sûr de cela, et il y a ceux qui disent que c'est des scénarios, que réellement, entre eux, ils s'entendent très bien. Mais moi, pour ma part, je pense qu'ils s'entre-déchirent tout simplement parce qu'il y a moins de rentes à partager. Nous avons vu les chiffres, les réserves de change sont en train de s'essouffler. On est, je pense, à 70 milliards de dollars. Et il y a 3 mois ou 4 mois, on était à 80 ou 81 milliards de dollars. Donc, ils sont en train de s'adapter à la nouvelle situation économique du pays. Tout simplement. Mais d'où tire-t-il, Abdelrahman, d'où tire-t-il cette audace, j'allais dire, d'user des mots avec une telle facilité, sans aucune pudeur? Écoutez, Khaled Nazar hein, qui dit soucieux de l'intérêt du pays. Vous imaginez? J'ai adressé une lettre en 2015 à l'ex-président Bouteflika, etc., pour lui dire qu'il faut mettre Gaïd Salah à la retraite et de mettre quelqu'un de plus jeune. Et il n'en parle pas, à supposer qu'il l'ait fait. Il n'en parle pas du tout. Et quand est-ce qu'il en parle? Il en parle maintenant que son fils a des problèmes avec la justice pour des histoires de grosses sommes d'argent. Et il commence son tweet par « soucieux de l'intérêt du pays ». Et il le dit, comme ça, en nous regardant dans le blanc des yeux. Normalement, comment font-ils, Abdelrahman? D'où tire-t-il une telle audace? Vous savez, à mon avis, un homme qui n'a pas peur de donner des ordres à une armée qui est censée être l'héritière de l'armée qui a libéré ce pays. Il donne des ordres à cette armée même de tirer sur son peuple. Un homme qui a été en grande partie responsable de la décennie noire en Algérie, de la décennie rouge. Il peut tout dire. L'essentiel, c'est qu'il puisse faire pression, parce que certainement ceux qui dirigent ou ceux qui ont dirigé avant, qui ont été à des postes sensibles de l'État, ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. Ils ont tous constitué des dossiers. Et donc, ils sont en train de jouer cette carte pour faire des pressions. Khaled Nazar, on sait tous, vous l'avez dit, soucieux de l'intérêt du pays, soucieux de ses propres intérêts, Khaled Nazar, des intérêts de son fils, parce qu'on imagine très bien pourquoi a-t-il fait cette déclaration au moment où son fils est apparemment poursuivi dans des affaires. J'ai pu lire quelques articles, des comptes bancaires bloqués, etc. Pourquoi a-t-il attendu ce moment pour faire il est en train d'annoncer via quelques médias qu'il va déclarer la guerre à Gaïd Salah et qu'il faut se préparer à la guerre. C'est le mot qui a été prononcé, qui a été repris par la presse, par quelques médias, dont Algérie Part. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont nous livrer leur petit secret, ou juste qu'ils sont en train de se faire du chantage pour pouvoir négocier? Certainement, contre eux, ils se font du chantage. Mais il est certes aussi qu'il faut analyser la chose d'un autre point de vue, d'un autre angle. À mon avis, ils sont en train d'installer un climat qui puisse faire peur à la population. J'ai lu un autre article il y a de cela 2 jours. Le ministère de la Défense nationale déclare qu'ils ont arrêté des terroristes qui étaient prêts à faire des attentats contre les manifestants. Oui, en effet. Vous voyez un peu le climat de terreur qu'on essaie d'instaurer pour, bien sûr, les objectifs ils sont très clairs. Ils veulent casser cette révolution, ils veulent casser cet élan de solidarité, cet élan de sagesse aussi du peuple algérien. Ils veulent se maintenir. C'est le seul objectif.
toutes leurs politiques, toutes leurs actions, toutes leurs décisions, elles sont prises et toutes leurs stratégies, elles sont prises et exécutées dans ce sens. Il faut comprendre cela pour que par la suite on puisse analyser ce qu'ils font et pourquoi ils le font justement. Et vous pensez qu'ils seraient capables de réactiver le terrorisme comme ils l'ont fait dans les années 90 pour se ménager ce rôle de sauveur de la République, de rempart contre le terrorisme? Vous pensez qu'ils seraient capables de refaire cette tragique expérience qu'ils ont largement utilisée contre le peuple algérien et qui a fait 200 000 morts? Je pense que, vu le contexte actuel, on n'est pas dans le même contexte que celui des années 90. Tout d'abord, il y a lieu de signaler le comportement de cette frange qu'on appelle les islamistes, les véritables islamistes. Pour le moment, ils ne jouent pas le jeu de ce système, contrairement à ce qui était dans les années 90, où on a vu les islamistes se faire avoir par ce système. Ils ont été poussés vers la violence et ce système a instauré un climat de violence. Qu'ils puissent réinstaurer ce climat actuellement, personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des médias libres. Parce qu'il y a des médias libres et des réseaux sociaux, ou parce qu'ils n'ont pas confiance en leurs troupes, ou quoi? Qu'est-ce qui les en empêcherait? Je pense que c'est une partie de la réponse, ce que vous venez de dire. Il est très juste que de dire qu'il y a des médias libres, qu'il y a des réseaux sociaux, qu'il y a des gens qui parlent, qui analysent, qui voient les choses, qui écoutent. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas de leur intérêt de réinstaurer un tel climat, ou tout au moins sur le plan opérationnel de le mettre en œuvre. Parce que il y a deux temps. Actuellement, ils veulent instaurer ce climat sur le plan psychologique, dans la tête des gens. Mais, à mon avis, ils ne pourront pas, sur le plan opérationnel, aller mettre en œuvre ce plan. Abdelrahman Naïtiken, merci beaucoup. Maziane Ourad, merci, pardon de vous avoir interrompu. Maziane Ourad a eu une quinte de tout, nous ne pouvions pas continuer. Je suis désolé pour Zahra Chahlal que nous n'avons pas pu joindre. Il reste quelques minutes. Saïd Aknin. D'abord, ces gens-là sont en train maintenant de passer en cadence et crescendo vers, pour le moment, une violence verbale. Entre eux, pour le moment. Bon, Gaïd Salah aussi menace, puisqu'il a menacé, il a traité, qualifié tous les manifestants de traîtres à la nation parce qu'ils ont osé dire Doula Madaniya, Meshi Askariya. Mais est-ce que ça va s'arrêter à un niveau purement verbal? Est-ce que réellement, ils ne vont pas instrumenter ce qu'ils savent le mieux faire, ce terrorisme pédagogique? Je rappelle que le terrorisme pédagogique, qui avait été créé par Smaïl Ammar et Toufiq Medienne, Mohamed Medienne, dit Toufiq, consistait à retourner les populations, comme ils disent eux, contre les islamistes. Ils faisaient commettre des attentats terroristes qu'ils imputaient aux islamistes. Je ne dis pas que les islamistes n'ont pas commis d'attentats, hein. Ils en ont commis aussi. Mais d'une grosse manière générale, ceux qui ont fait 200 000 morts, ce ne sont pas quelques bandes éparses dans les montagnes, c'était une armée, c'était des escadrons de la mort, c'était la fameuse unité 192. Alors, Saïd, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir passer à l'action dans ce genre d'opération qu'ils maîtrisent? Et sinon, pourquoi? Est-ce parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le huis clos qu'ils ont eu dans les années 90? Mais c'est au-delà de ça. Dans les années 90, ils avaient l'alibi islamiste. Oui. Ils avaient un alibi aujourd'hui, et puis ils avaient segmenté la société. Il y avait de surcroît les sauveurs de la République, et de l'autre côté, il y avait je ne sais pas quoi. De toute façon, c'est un système qui s'est toujours maintenu par l'ennemi imaginaire.
L'ennemi de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur. Et puis par la suite, l'ennemi médiatique. Et puis par la suite, il prend plusieurs formes et plusieurs couleurs. Et ceci afin d'essayer de se cristalliser autour de lui les forces parfois innocentes et saines de la société. Puisqu'on parlait tout à l'heure aussi de la corruption du langage. Et Gaïd Salhi, il a sorti des mots. Novembriya Badissia. C'est un oxymore en soi. Oui, en quelque sorte. Mais en quelque sorte, il s'adresse à un courant de pensée de la société. Novembriya, ça veut dire les nationalistes. Badissia, ça veut dire les conservateurs. Et c'est pour cette raison que, de surcroît, on retrouve un président d'APN de mouvance islamiste. Mais de maison. Oui. Islamiste cachériste. Oui. Mais aussi, ce dont on ne parle pas, on retrouve, mis à part Jabla, on retrouve aussi des, entre guillemets, des islamistes qui étaient présents, Nedouat el-Hiwar, Al-Jazair, l'Akhra, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on les trompe encore par ce genre d'appartenance. Ça, c'est la corruption. La première des corruptions commence par la corruption du langage. Et ils ont essayé toutes les cartes. La carte de nous diviser, parce que notre force, c'est l'union. La carte de l'usure, notre force, c'est le temps. Ils ont Mais il reste la carte de la violence. Silmiya. La carte de Silmiya. Voilà. Ils ont essayé. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on voit des jeunes par terre, entourés d'une quinzaine de policiers, et qui frappaient d'une façon sauvage, animalesque, bestiale, ces jeunes. Pardon, mais les animaux ne frappent pas comme ça. Les animaux, ici, ils tuent, c'est pour un motif, c'est pour se nourrir. Mais ne frappent pas, ils font pas de mal. Pas pour dire, c'est l'adjectif en lui-même. Ouais. L'adjectif. Alors, il faut dire hacha les animaux. Hacha les animaux, sauvages, hein, d'une façon sauvage. Et ils étaient entourés par des milliers de personnes, d'Algériennes et d'Algériens. Et ces Algériens, qu'est-ce qu'ils disaient? Silmiya, 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 Silmiya. Il n'y a de terroristes que le régime Djamaldine. Ils ont utilisé contre ce peuple le terrorisme pédagogique, le terrorisme économique, le terrorisme politique, le terrorisme culturel, et toutes les formes du terrorisme. Alors aujourd'hui, cette carte, elle sera inopérante. Maintenant, ce que j'essaie de décoder, moi, personnellement, pourquoi c'est Batna? Pourquoi c'est la région de Zerouel? Y aurait-il pas un chantage à l'avenir qu'on ferait? Y aurait-il pas... Batna, j'ai pas compris. Pourquoi c'est Batna? Pourquoi les terroristes de surcroît qu'ils ont trouvé, c'est à Batna? Ouais, d'accord. Pourquoi c'est pas une autre région? Pourquoi c'est la région de Zerouel? Est-ce que ce n'est pas en disant à Zerouel, tu vas venir nous sortir de ce bourbier dont on est, sinon terrorisme? Peut faire aussi parfois des lectures. C'est comme tout ce climat de ping-pong violent entre les uns. On va lancer la guerre. Je vais juste rappeler quelque chose, Saïd, je vous laisse poursuivre. Puisque vous parlez de Batna, en 2008, je crois, l'attentat contre Bouteflika à la bombe. Oui. Nous savons aujourd'hui que celui qui s'est fait exploser, d'une certaine manière, c'est des fous, les fous de Dieu. On lui a demandé de se faire exploser, mais à plus de 100 mètres du président. Parce que Toufik voulait envoyer un avertissement à Bouteflika et non pas le tuer, même pas le blesser. Attention, il se fait exploser à plus de 100 mètres. Il se fait plus exploser, il s'est tué, il a tué des gens, pensant qu'il allait aller au paradis. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, et puis il y a le journalisme citoyen. Le journalisme citoyen, c'est cette capacité du peuple algérien de relayer l'information en dehors du circuit du système, parce que dans les années 90, c'était possible, parce qu'il y avait une chape de plomb, et que l'information était une information... Vous vous rappelez de ce témoignage de Farah, l'ancien directeur de l'histoire d'Algérie, qui avait assisté à ce conclave présidé de ce Djezzar, et qui disait... Et ça, c'est... Non, c'était pas Djezzar, c'était Belqaïd. Et ces tweets à Djezzar, leur place, ce n'est même pas dans la poubelle, avec le respect à la poubelle. Ça veut dire qu'ils avaient averti qu'il fallait s'attendre à au moins 60 000 morts
que la répression allait être féroce. Vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle. Vous voyez, moi, ça me donne des surcroît dodo, moi, quand je vois maintenant les familles disparues, quand je vois les 2 millions de déplacés, quand je vois le million d'handicapés, d'êtres humains handicapés. Moi, ça me fait mal au cœur. Moi, j'ai mal dans mon corps rien parce que pour eux, les chiffres, ça vaut rien devant les chiffres des trucs. Maintenant, je termine juste par quelque chose. D'abord, si on avait réellement des gens qui pensent à l'intérieur du pays, ils ont repatrié d'Égypte 20 supporters parce qu'ils ont scandé là-bas et ils ont dit là-bas Palestine Chouhada, ou parce qu'ils ont dit là-bas par rapport à l'ancien joueur de l'équipe de l'Égypte, c'est un homme parce qu'il a soutenu Morsi et il a dénoncé le dictateur Sisi. Si on avait réellement des hommes يتهضر انايا السعيد يهضر في المغرب يدي الحبس ديال الحبس واش دار ما سرق ما كذب ما قتل ما والو دير له واش تحب هو يحب البلاد هذا ما كان السعيد جمال الدين يحبوا البلاد هذا ما كان ديوهم وين تحبوا حنا ما نخافوش واش نخافوا نموتوا نحبوا الدنيا ما نخافوش نموتوا والنهار اللي نموتوا لا اله الا الله محمد رسول الله ما نخافوش. Et les gens, les Dom Masr, ils ont affrété des avions militaires. Mais je termine avec ça. Pourquoi ils veulent récupérer la liesse populaire dans des conditions normales. Ils vont pas les briefer pour leur dire Aïto Yahya, al Manjel. Ils vont envoyer quelques petits خدامين تاعهم et tout. D'ailleurs, moi je souhaite. Moi j'ai vu une vidéo de gens qu'ils ont envoyés. طلعوا في les pyramides, qu'est-ce qu'ils criaient? Oui, mais ça, c'est la 8e merveille qui parle à la 7e merveille. Les pyramides, c'est des merveilles. Le peuple algérien, c'est une merveille. Donc, qu'est-ce qui s'est... Écoutez, dans des conditions normales, dans tous les pays au monde, on ne paye pas les billets pour des supporters ou pour des fans pour aller voir un match. Oui, oui. On organise effectivement un voyage entre les chancelleries de façon à ce qu'il n'y ait pas d'entrave, de façon à ce qu'il y ait une bonne organisation, de façon à ce qu'il y ait une sécurisation, mais on ne les paye pas. Mais là, c'est une autre forme de corruption. Un Premier ministre, au lieu de s'occuper des problèmes du peuple, mais quoique, moi j'ai pas besoin qu'il s'occupe de rien. Doué, pour moi, il n'existe pas, il n'a à s'occuper de rien. Ils vont faire un pont aérien. Moi, le seul pont aérien que j'attends, c'est le pont aérien l'idéom ga'l al-Harrach. Mais cache pont aérien. Le deuxième pont aérien, c'est le pont aérien pour repatrier l'argent. Le troisième pont aérien, c'est le pont aérien de la vérité et de la justice. Le quatrième pont aérien, c'est le pont aérien de la construction d'une nouvelle Algérie, heureuse, prospère, de la République démocratique et humaine. Sinon, tout le reste, c'est que corruption, par les mots et par les actes. Et d'ailleurs, nous souhaitons avoir nom, prénom, date et lieu de naissance de tous ceux qui vont partir. 1. 2. Nous souhaitons à ce que une démocratisation de cette histoire soit faite. 3. Je dis aux joueurs, je lance un appel aux joueurs. Je lance un appel à l'entraîneur en leur disant, le 1er juin 1957, pour la première fois, l'équipe nationale du foot algérienne a joué avec les couleurs du FLN et un maillot FLN. Nous souhaitons, après avoir entonné cette chanson de liberté, qui est un signe que vous êtes du côté du peuple, de vous voir tous avec des maillots. Sinon, vous allez ramener la coupe à Bdoui, vous allez ramener la coupe à Gaïd Salah, mais par contre, cette équipe, montrez-nous que vous appartenez au peuple, parce que cette équipe, c'est pas l'équipe de Madjer. Madjer هذاك تاع الاخر تاع طراطق تاع لي زافير تاع لي تيران تاع الاخر هذه سي اون ايكيب دو بوبل تاعنا يا خو تاع الزواليه تاع الفقراء تاع كاين فيها واحد بن وزير ما كاش كاين فيها واحد عنده المعارف ما كاش سي دي جون qui sont construits parfois dans la difficulté, qui sont passés par la misère, qui sont passés par la pauvreté. Aujourd'hui, ils nous représentent dignement. Je prie Dieu qu'on ait cette coupe. Et je dis, 1, 2, 3, vive l'Algérie, vive notre équipe nationale, on va avoir cette coupe, نربحوهم كاع ويتنحاو كاع اي 100% مع الخضراء. رمضان مات بالضحك.
Un régal, mon cher ami. Barakallahu fik, yatik as-saha. Aujourd'hui, c'est les mots. Utilisons des mots qui sortent du cœur sans réfléchir, sans penser à l'image. Des mots vrais. Des mots vrais, tels qu'ils sont, naturels. Et salam alaikum. ويعطيك الصحة أخويا سعيد. Merci Abdelrahman Naïteken. Merci Meziane Orad. Merci Zahra Chalel que nous n'avons pas pu joindre malheureusement. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Khair, Slama.